Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Tropique TV et surtout de l'émission En toute objectivité, une émission hebdomadaire qui vous décortique l'actualité chaque semaine à travers des sujets brûlants de la semaine. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi cette émission, nous le faisons aujourd'hui exceptionnellement en français, donc vous le découvrirez tout à l'heure. Alors, où que vous soyez, soyez les bienvenus à cette émission dénommée En toute objectivité. Aujourd'hui, nous aborderons des sujets qui sont les suivants. Le président de la transition, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, a décrété 2025 comme une année culturelle. Pourquoi ce choix? Comment matérialiser cela? Et pourquoi la culture devrait être au centre des priorités courant 2025? Deuxièmement, l'ONU, au niveau de l'Algérie, l'Algérie est désormais à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, membre non permanente. L'Algérie veut mettre au profit son mandat pour la paix en Afrique et de défendre la cause palestinienne avec un appel au cessez-le-feu à Gaza et surtout au soutien à l'adhésion de la Palestine à l'ONU. L'Algérie choisit-elle bien ses priorités? Comment peut-elle répondre à l'attente des pays africains avec ces nouveaux mandats qui, on le précise, ne sera que pendant 30 jours, soit du 1er au 31 janvier. Donc voilà les sujets ainsi placés. Nos invités sont les suivants. Monsieur Oumar Braka, journaliste à la radio Tanit de Tombouctou. Oumar, bonjour. Madame Fatmata Kane, rédactrice en chef, désormais toutes mes félicitations, de Tropique TV et promotrice du site Mali Émergence Info. Fatmata est une habituée de ce plateau. Bonjour et bienvenue. Monsieur Vinabé Dena, journaliste indépendant, très habitué aussi de ces plateaux. Vinabé, bonjour. Bonjour Kodjo, bonjour à toutes et à tous. D'accord, tout d'abord nous donnons la parole à Oumar Baraka, juste pour faire un clin d'œil à nos téléspectateurs, s'il veut leur faire une petite salutation avant qu'on attaque les sujets. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de Tropique TV qui nous suivent en ce moment. C'est vrai qu'il faut saisir l'occasion pour souhaiter une très bonne année 2025 à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de par le Mali, de par le monde. Voilà, donc bonjour, bonsoir et bienvenue. D'accord. Fatmata, à la suite de Oumar Baraka, je précise que Oumar Baraka, je suis son tonton, donc c'est mon fiston, la précision de taille dans sa présentation. Il est aussi le coordinateur régional de l'Union des journalistes et reporters du Mali. Fatmata. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Amadou Koudjou, bonjour chers colibataires, bonjour chers téléspectateurs de Tropique TV, bonjour chers collègues de Tropique TV et notre cher promoteur Seri Diara. Et je le remercie beaucoup pour la confiance qu'il m'a placée en me nommant comme rédactrice en chef. Désormais, nous présenterons le journal télévisé à 19h. Donc, vous allez dorénavant vous habituer à ces nouveau visage. Voilà, donc merci vraiment. Un visage qui sera désormais au-delà de l'émission En toute objectivité. Oui, tout à fait. Également, je remercie beaucoup mes confrères qui sont Amadou Kodjo et mes confrères de l'Union des journalistes et reporters. Grâce à leur confiance également, donc je me retrouve aujourd'hui à la tête de cette rédaction. Donc merci vraiment. Merci et toutes notre félicitations. Vinabé? Kodo, je te salue, je salue Omar Barga qui était Tombouctou pour venir faire la tournée régionale de l'UJRM à Ségasso et venir assister à la première réunion annuelle de l'UJRM et se retrouver encore ce matin pour un débat sur la vie de la nation. C'est vraiment pas facile. Hein? C'est ça, vraiment. Tombouctou, Bamako, c'est des milliers de kilomètres. C'est une grande distance. Donc, je salue également Fatmata Kane, nouvelle rédactrice en chef de Tropique TV. Vraiment, toutes mes félicitations et bonne et heureuse année à toutes et à tous, à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous font confiance chaque samedi de nous suivre. Et vraiment, c'est pas facile. Et nous appelons aussi les sponsors, les partenaires, vraiment de venir soutenir cette chaîne de télévision et surtout l'émission En toute objectivité afin que nous puissions donner davantage, plus de force, plus d'informations
au cours de l'année 2025. Merci Vinabé, merci Baraka, merci Fatmata. Et c'est à mon tour aussi de souhaiter de formuler mes vœux les meilleurs pour tout un chacun pour l'année 2025. Donc que cela soit une année de santé, de prospérité et de succès pour tout un chacun. Donc nous allons proprement dit attaquer les sujets. Comme je le disais tout à l'heure, le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, a placé l'année 2025 comme une année de la culture. Donc notre rôle sera d'examiner comment cela pourrait être matérialisé et surtout pourquoi la culture s'est retrouvée au centre des priorités. Oumar Baraka, je te donne la parole pour toi. Comment le président, d'abord, comment tu trouves le discours dans son ensemble des chefs de l'État et nous dire comment tu trouves la matérialisation de ces choix qui est l'année de la culture. Merci Fiston. Voilà donc Kodjo de m'avoir donné la parole, ce qui est tout à fait normal. Voilà donc en ce qui concerne cette question par rapport au discours du général d'armée, son Excellence le président Assimi Goïta, il faut reconnaître que c'est un discours qui a pris quand même en compte beaucoup des attentes de Maliens, parce que c'est un discours qui a parlé quand même de l'effort fourni par nos autorités pour la stabilisation de notre cher pays, ce qui compte beaucoup pour les Maliens aujourd'hui sur le plan de la sécurité. Dans le discours ressort également les efforts fournis dans le cadre économique également, parce qu'avec les sites de lithium de Goulamina, voilà donc ça aussi c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Maliens, parce que ça rentre dans le cadre de l'économie et qui va toucher également au chômage des jeunes. Donc ce qui est aussi intéressant dans le discours que le président a fait. Il faut reconnaître également que c'est surtout le fait que le président de la République a vu juste de décréter l'année 2025, année de la culture. Donc c'est sur ça d'ailleurs que les Maliens vont beaucoup travailler cette année, parce que si c'est l'État qui décrète cette année une année de la culture, donc ça veut dire que les gens vont attendre beaucoup de la culture cette année, voilà, de cet instant jusqu'à la fin de l'année 2025. On va beaucoup parler de culture. D'accord. Fatmata, Baraka vient de planter d'une manière globale les décors, surtout pourquoi les choix vraiment de l'année de culture. Mais toi, à ton niveau, comment tu vois la matérialisation de ces choix-là? Parce que placer l'année comme une année de culture, bon, ça reste juste un mot pour nous novices. Comment cela pourrait être matérialisé, surtout dans un contexte économique difficile? D'accord, merci beaucoup pour la question. D'abord, moi, je comprends par là le fait de décréter une année de culture annoncée par le président lors lors de son discours de fin d'année. Alors, je comprends par le fait qu'il annonce déjà la promotion de nos cultures, de nos patrimoines culturels, de nos sites historiques, des dialogues intercommunautaires. Déjà, l'exemple, on l'a vu hier et vendredi 3, le ministre de la Réconciliation nationale, Ismaël Ouagé, qui s'est rendu à Tombouctou pour quand même établir des échanges entre les différentes communautés. Déjà, ça, c'est un pas de la matérialisation de ces choix. De cette initiative. Donc moi, je comprends par le fait que le Mali veut valoriser son identité à l'échelle mondiale. Donc donner une nouvelle réputation qui est différente de ce qu'on a vu, parce que le Mali déjà a été frappé de plein fouet par l'insécurité depuis plus de 10 ans. Donc c'est l'occasion, l'opportunité de montrer qu'aujourd'hui, ça va au Mali. Aujourd'hui, à travers nos sites symboliques, de faire la promotion de la paix, de la cohésion sociale aujourd'hui qu'on a retrouvée au Mali.
D'accord. Vinabé, en tout cas, Fatmata, elle estime que c'est surtout pour envoyer un message au monde extérieur que le président de la transition a placé cette année sous une année de culture. Est-ce que tu vois l'analyse sous cet angle aussi? Bon, pour moi, l'année 2025 comme une année dédiée à la culture, bon, je dirais que c'est plutôt une année des retours aux sources en fait. Quand on essaie de voir tout ce que le président veut dire, parce que dans les discours, souvent il y a des détails, on ne le dit pas. Mais avant d'arriver avant la décision de décréter l'année 2025, quand on essaie de revoir les rues et puis les monuments qui ont été rebaptisés, on sent que c'est un autre objectif réel qui est visé, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le retour aux sources, parce qu'on dit de réécrire l'histoire du Mali. Quand on essaie de voir tout ça là, on peut dire que l'année 2025 sera vraiment axé sur un retour aux sources, parce qu'on sait que chaque année il y a le festival sur le Niger, mais avoir un pays invité, ça sera une première. Ça, c'est le Burkina Faso qui est invité cette année, et Tombouctou aussi est invité au festival sur le Niger. Ça, après Mopti l'an passé, cette année, c'est Tombouctou qui est invité. En termes de région, en termes de région, donc oui. C'est Tombouctou qui est. Et ça aussi, c'est une sorte de nouveauté que le festival sur le Niger est en train de mettre en place. Et de là aussi, il y a la biennale artistique et culturelle qui aura lieu cette année en 2025 également à Tombouctou. Et ça faisait vraiment longtemps que le Nord n'avait plus assisté à ces genres d'événements. N'avait plus accueilli ces genres d'événements. Donc, c'est des signes annonciateurs d'un retour aux sources plutôt qu'une année de culture. Parce que quand on parle de culture, on sait que chaque ethnie, chaque communauté a sa culture propre à elle qui est son identité. Et quand on essaie de voir aujourd'hui, valoriser cette culture n'est qu'un plus, n'est qu'un retour. Parce que quand on essaie de voir la jeunesse malienne aujourd'hui, quand on essaie de voir la population malienne aujourd'hui, qui a aujourd'hui pratiquement la moitié de la population qui compose le Mali, si on n'essaie pas de faire un retour aux sources, les identités propres à notre pays risquent de se perdre. Donc, je vois ce côté culturel comme un retour aux sources. D'accord. Baraka, pour un deuxième tour de table, je reviens vers toi. Vinabé a parlé de retour aux sources. Fatmata parle d'envoyer un message à l'extérieur. Mais selon toi, pourquoi la culture s'est retrouvée à la tête des priorités courant 2025? Okay, moi, je pense qu'il faut retourner vers la constitution malienne et voir sa préambule. Okay. Dans le préambule, c'est clair qu'on dit que les peuples du Mali, riches de sa diversité culturelle, linguistique et ethnique. Absolument. Et après, on nous dit également, nous sommes des héritiers des grands empires, des royaumes bâtis sur des valeurs socio-culturelles. Mais ce préambule-là ça a existé depuis toujours, même dans l'ancienne constitution. Mais pourquoi ces choix de mettre la culture au centre des priorités, surtout en 2025? Oui, effectivement, je vais terminer par dire que résolu à valoriser le patrimoine culturel du Mali, ça ressort dans ces préambules de la nouvelle constitution. Donc ça veut dire que déjà, on nous ramène à revenir sur nous-mêmes, à réfléchir sur nous-mêmes. Et le choix est judicieux selon moi, parce que la transition sur place aujourd'hui a acté sur la refondation du Mali. Et la refondation du Mali dont on parle ne peut se faire que lorsque nous arrivons nous-mêmes à revenir à nous, et revenir à la source, comme il a eu à le dire. Parce que pour refonder, quelle que soit la refondation qu'on va amener, plan politique, plan économique, sur d'autres plans, lorsque le Malien ne réfléchit pas sur soi-même et revenir à ses réalités, nous serons dans l'acculturation. Et dans l'acculturation, cette refondation n'aura aucun sens. Donc, en réalité, le sens même du combat qu'on est en train de... Est-ce que tu penses qu'avant de donner la parole aux autres, tu penses qu'aujourd'hui, les Maliens sont dans l'acculturation? Est-ce qu'on n'arrive pas
à reconnaître notre identité, à reconnaître notre culture. Est-ce que c'est ce que tu penses? C'est à quoi tu penses, je veux dire? Je pense à ça parce qu'en réalité, je vous prends un exemple. Quelqu'un qui parle bien français au Mali, on le considère déjà comme quelqu'un qui est civilisé. Quelqu'un qui parle bien anglais, on considère déjà que c'est quelqu'un qui est civilisé. Ouais. C'est des réalités qui sont là et qui existent aujourd'hui. Alors que la vérité veut que nous revenons à nos réalités. Vous savez, on a des problèmes linguistiques aujourd'hui, ce qui n'est pas uniforme au niveau du Mali. À Bamako, ici, on parle Bamana, et moi, je n'arrive pas tellement à m'exprimer en Bamana. À Tombouctou, on parle Soreil. Dans d'autres coins, tu vas trouver que c'est le Tamashek qui est parlé. C'est difficile, mais en réalité, ce qui serait mieux, c'est de se retrouver dans sa propre langue et faire son développement dans ses propres langues. À défaut de cela, il faudrait quand même revenir à ces valeurs. Et les valeurs culturelles du Mali sont bel et bien connues. Voilà, donc nous devons apprendre à être très proches de nos réalités, à réfléchir en tant que Maliens au lieu de réfléchir en tant qu'Occidentaux, des Occidentaux. Ouais. Parce que généralement, tu vois, on nous a appris à réfléchir en français. Même quand nous réfléchissons en français alors que nous avons nos propres langues. Donc, c'est des réalités qu'il faut combattre en réalité. Donc, revenir à la culture, revenir à la réalité malienne pour se retrouver d'abord. Et c'est ce qui va faire que cette refondation dont on parle puisse réussir. En réalité, quel que soit le combat qu'on fait, si ce combat qu'on a commencé aujourd'hui ne se fait pas, ça veut dire qu'en réalité, rien n'est fait. Parce que le véritable combat, c'est le combat de la culture. D'accord. Fatoumata, bon, la question reste la même, hein, parce que Baraka trouve que il se réfère surtout à la Constitution. Donc, pour lui, c'est normal que l'année 2025 soit placée soit dédiée comme une année de la culture, parce que la Constitution même nous le recommande, et il a même cité quelques lignes du préambule. Est-ce que tu penses aussi de la même chose? Pourquoi l'année 2025, la culture peut être au centre des priorités, sinon placée à la tête des priorités courant 2025? Voilà, merci pour la question. S'il y a un aspect dans ces propos que je suis d'accord, c'est la refondation. Ouais. Alors, quand on parle de la refondation, il faut quand même redonner cette image positive au pays. Donc là, cet aspect, je suis d'accord avec ça. Mais dire qu'on est acculturé, bon, voilà. il faut s'adapter à la mondialisation. Bon, par exemple, dire qu'on est acculturé, par exemple, aujourd'hui, Baraka est habillé, ça a une signification culturelle. Est-ce que Fatoumata peut décortiquer cette signification? Est-ce qu'il y a d'autres jeunes à Bamako qui connaissent l'essence de cela? Peut-être que moi, je peux me mettre en tenue d'Ogon. Aux yeux des autres Maliens, ça peut signifier autre chose. Ils ne connaissent pas trop l'essence. Donc, est-ce qu'il ne fait pas référence un peu à ça? Oui, la promotion de la culture, c'est tout à fait normal que nous sachions quelle est notre culture à tout un chacun. Ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, ce que je voulais juste ajouter, la culture, c'est une ressource économique. Au-delà de tout ça, nous avons vu que le pays a traversé une crise non seulement économique, mais sociale également. Donc, si on sait que la culture, c'est une ressource économique, pourquoi ne pas créer des entreprises culturelles? Pourquoi ne pas créer des emplois, sur le plan? Tu veux dire des entreprises, par exemple, de transformation du coton sur place? Au-delà, le tourisme culturel, il y en a. C'est ça. Les industries créatives et artisanales, il y en a. Ce sont des entreprises qui créent des emplois pour nous, les jeunes, mais également qui attirent les investisseurs vers le pays. Donc, quand on redonne cette image positive au Mali, moi, je pense que c'est déjà une opportunité de faire une ouverture aux autres pays de venir s'investir au Mali, parce que déjà quand on voit que là avant la crise, le tourisme ça faisait rentrer beaucoup de ressources économiques. Donc moi je pense que c'est l'occasion quand même d'exploiter ces ressources chez nous, parce que pas que savoir quelle est ma culture c'est bien, mais qu'est-ce que je peux en faire
pour quand même faire de l'argent ou bien faire des opportunités financières dans mon pays. C'est ça le plus important. Voilà. Pour avoir une prospérité économique. Vous n'avez, je te vois déjà très réactif. La question reste la même. L'année 2025, la culture est mise au centre des priorités. Selon toi, quels sont les facteurs qui ont vraiment motivé cela? Bon, les facteurs qui ont vraiment favorisé cette décision, je peux dire, parce que quand on parle de culture aujourd'hui, il faut parler de sécurité aussi. Fatmata vient de le souligner, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai sillonné un peu la zone du centre, un peu vers Djenné. Djenné faisait entrer des milliards par an à travers les visites touristiques et autres. Et Sanga aussi. Oui, Sanga aussi surtout. Ouais, surtout, il y a beaucoup de ces zones comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu pars à Djenné, un hôtel où on pouvait avoir la mais c'est pourquoi la question, pourquoi la culture devrait être au centre des priorités, parce que ces zones aujourd'hui, pourquoi elles sont fermées? Parce qu'il y a aussi un problème de sécurité. Voilà. Donc parce que aujourd'hui, les chambres d'hôtel qu'on pouvait avoir à Djenné à 20 000 francs sont aujourd'hui dans les 7 500. 7 500, 6 000, 5 000. Parce qu'il n'y a pas de clients. Et tu risques de passer même tout ton séjour seul à l'hôtel, sans voir d'autres clients. Donc c'est un peu compliqué. Et tout cela, c'est dû à l'insécurité. Mais ce qui peut être des signes qui ont poussé les autorités à décréter cette année, je peux dire que c'est un peu cette idéologie de l'AS. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui les trois pays réunis, chacun en train de valoriser. Parce que quand on regarde le Burkina, il y a la tenue façon d'Anfani et autres, qu'on est en train même de transformer en tenue militaire. Donc il y a tout ça là qui pousse aussi un peu les autorités maliennes à se pencher un peu sur il y a aussi la biennale artistique il y a la biennale aussi. Donc il y a tout ça là qui pousse un peu les autorités à aller vers. Et quand on parle de culture aussi, c'est une manière d'appeler les uns et les autres à la réconciliation, à la paix. Parce que quand on parle de ta culture, tu es content, tu aimes ça. Tu t'identifies. Il y a des trucs, tu ne vas jamais te laisser emporter. Et quand on parle de ta langue, tu es content. Donc c'est des trucs, c'est des signes. Quand l'État se base là-dessus, l'État peut se baser là-dessus pour faire appel aux uns et aux autres pour une refondation, pour une unification du pays. Parce que quand aujourd'hui on dit les langues nationales, c'est-à-dire les 13 langues nationales écrites dans la constitution malienne qui sont reconnues, sont des langues officielles aujourd'hui. Mais ça a fait ça a allumé l'adhésion des autres. Un peu la polémique, Voilà. Même si on sait que d'une manière ou d'une autre, ça sera difficile. Parce que quand on dit telle langue est une langue officielle et que tu pars dans une zone où on ne comprend même pas ta langue, tu te permets de parler ta langue, c'est compliqué. Donc je peux dire que c'est une manière pour l'État, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la réconciliation. D'accord. Ok. Ouais, en fait, je voulais intervenir parce que c'est vrai que la culture, elle est économique. Je suis entièrement d'accord, mais pour vendre quelque chose, il faut le connaître, il faut l'apprécier pour pouvoir le vendre à quelqu'un. Et voilà le véritable problème que nous vivons. Une fois qu'il n'y a pas de touristes, nous-mêmes, on ne va pas vers la connaissance de notre culture. Effectivement. Il est difficile de trouver un Malien qui va se dire, bon voilà, je vais me lever, je vais à Sikasso pour découvrir en réalité la culture sikassoise, comment est-ce que ça se fait. Il y a c'est tous les sites touristiques. De mes réalités pour connaître, ça ne se fait pas. Il est difficile de donner 100 francs pour donc tu as par exemple l'impression que quelqu'un de Sikasso ou de Ségou ne connaît pas suffisamment la réalité culturelle de Tombouctou, de Gao, de Kidal. On ne cherche même pas. C'est ce qui fatigue en réalité. Lorsqu'il y a une crise, c'est fini.
tous ceux qui sont dans le domaine du tourisme, c'est fini pour eux. Tous ceux qui vivent de l'arrivée des Occidentaux ici et ainsi de suite, c'est bloqué. Il n'y a absolument rien de tout. À travers la tournée régionale de l'IGRM, que je salue beaucoup, nous avons découvert Sikasso, mais nous avons trouvé des sites touristiques en réalité dans des situations inimaginables. Parce que tout simplement, il n'y a pas de touristes. S'il y avait de touristes, on allait trouver que ces endroits sont propres, bien balayés, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont venir visiter ça. Malheureusement, nous-mêmes, on ne se lève pas pour dire que je vais aller visiter Sikasso et voir toutes les réalités qui sont là-bas. On ne se dit pas que je vais à Tombouctou, même si les touristes ne viennent pas pour découvrir les réalités qui sont à Tombouctou. On ne se le dit pas. Il n'y a pas le tourisme local. Alors que nous devons d'abord commencer à aimer ces choses-là nous-mêmes avant de pouvoir les vendre aux autres. Sinon, je ne vais pas abuser quand même en tenant plus de temps que les autres, mais est-ce que les facteurs économiques, par exemple, moi aujourd'hui, j'aimerais bien visiter les mausolées à Tombouctou et autres, mais ça me coûtera ce que ça me coûtera, et je ne suis pas, par exemple, tout de suite prêt à risquer, dans la situation actuelle que les uns et les autres vivent, voilà, sur le plan économique, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre ces risques. Oui, mais ceux qui viennent ici pour visiter nos sites, ils font des économies sur des années avant de venir ici. C'est juste une question d'avoir ça en tête. Vous savez, les gens qui viennent visiter, ce n'est pas parce qu'ils ont des milliards chez eux ou quelque chose comme ça, mais ils sont programmés sur à la fin de telle année, je dois me rendre visiter quelque part. Donc pour ça, je dois commencer dès maintenant à laisser de côté un 100 francs, un 200 francs. À la fin de l'année, ça me fera une somme avec laquelle je pourrais faire au moins le Burkina Faso, visiter et revenir. Donc c'est une mentalité, c'est quelque chose qu'il faut construire en nous pour pouvoir le faire. Donc c'est ce que je dis en réalité, nous ne sommes pas programmés sur ces choses-là. Souvent, nous ne nous intéressons pas à notre propre culture. Voilà le problème. La deuxième chose, c'est que Vinabé a parlé de la sécurité. Je crois que le domaine de la sécurité, en réalité, c'est un domaine qui freine beaucoup de choses aujourd'hui. Nous savons que les centres, on ne peut pas les fréquenter, le tourisme n'est pas là, mais de toutes les façons, les centres également, comme je l'ai dit, les gens peuvent s'organiser, au moins aller rendre visite, un monument avec lequel un gardien vit, au moins pouvoir faire entrer 100 francs dans la caisse et visiter l'endroit, c'est des choses qui peuvent quand même garder ces sites-là en attendant que le tourisme reprenne, en attendant que la sécurité revienne. Comme on n'est pas sur un débat sur la sécurité, en réalité, nous souhaitons que ces côtés-là soient gérés par les autorités pour que le tourisme puisse réellement revenir. Nous avons vu tout dernièrement à Tombouctou, il y a eu le festival du vivre ensemble qui réunit chaque année de milliers de personnes. Et il y a des touristes qui ont pris le risque d'aller visiter l'endroit et il ne s'est rien passé. Ils ont pu visiter la ville et retourner. Ils vont donner l'information à d'autres personnes pour que le tourisme puisse revenir. Mais avant les touristes, avant tout ça, là, il s'agit de parler de nous-mêmes d'abord. Et nos cultures et nos sites culturels. D'accord. Merci Baraka pour ces détails. J'ai vu Vinabé qui voulait réagir au niveau d'un point. Quand on parlait de la situation économique. Ce qu'il dit. D'accord. Et je me rappelle encore en 2023, quand je partais, parce qu'à Djenné, on était à peu près 5 journalistes seulement. Et on était tous, pour les autres, quand on enlève l'équipe de l'ORTM dedans, on était pratiquement trois journalistes comme ça, indépendants. Okay. À Djenné, pour le crépissage de la mosquée. Bon, or, c'est une fête. Ça, c'est une fête annuelle. Or, c'est avant 2023, cela faisait à peu près 5 ans ou 6 ans que la mosquée, que cette activité n'avait pas eu lieu dû à l'insécurité. Ouais. Mais en 2023, la population et puis le gouvernement sont donnés la main pour organiser le crépissage. Mais ça n'a pas, parce que les médias ne sont pas intéressés. On peut dire aussi quelque part, nous les hommes des médias aussi, souvent on s'est
dirige pas. Désintéresse. Voilà, on se désintéresse. Si on ne voit pas notre intérêt dedans, on se retire quoi. Mais les médias, c'est sensible pour aller dans les régions. Oui, par exemple, nous quand on a visité les sites touristiques de Caille, il y a eu combien de reportages quand l'IGRM a eu l'occasion d'organiser ça, et à Ségou, et surtout à Sikasso récemment. Donc il y a eu combien de reportages sur les sites touristiques pour attirer l'attention des autorités. Mais souvent aussi, j'aimerais par exemple aller faire des reportages à Tombouctou, à Gao et autres. Mais il faut des moyens. Mais les moyens aussi ne sont pas mis en place. Donc, oui, c'est pourquoi je voulais réagir à ce que Baka a dit, parce que je trouve très important d'ailleurs ce qu'il a dit. Il faut apprendre à la population de s'approprier de ces outils culturels en fait. Absolument. Parce qu'on ne fait pas la valorisation, on ne fait pas la promotion en fait à l'interne. On fait uniquement la promotion pour l'international. Alors que c'est à nous de faire, c'est à la population, aux médias de compléter l'État à promouvoir ces symboles en fait. d'accord. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et par rapport à ce qu'il a dit concernant les médias, si vous voulez vraiment, si l'État veut réellement que les médias fassent la promotion de ces différents lieux touristiques, mais il faut mettre des moyens, parce que c'est des distances en fait. Et puis, ce sont des zones reculées. Tu l'as dit, il n'y a pas de la sécurité. Donc, il faut mettre des moyens pour que le journaliste puisse se protéger d'abord, faire bien son travail. Et quand ça va attirer la population ira là-bas. Mais quand on ne fait pas la promotion de certaines choses, les gens verront en la chose comme quelque chose d'habituel, quelque chose de... je ne sais pas comment la qualifier, mais quelque chose de très normal. Mais quand on donne une certaine valeur à la chose, ça va impressionner les gens et ils vont s'approprier de la chose. Voilà. Est-ce que le tout, c'est les moyens? C'est pas, le tout n'est pas une question de moyens. C'est les moyens, mais non, dire aux médias d'aller faire des reportages sur des lieux touristiques éloignés. Mais comment il va faire? Déjà, le transport, il est là. La nourriture, il est là. Il va passer des jours là-bas. J'arrive. Il y a des techniques d'approche que beaucoup n'utilisent pas. Peut-être à travers les autorités locales, tu peux trouver un terrain d'attente. Peut-être le déplacement, ça c'est de tes propres moyens. Mais le logement et autres, tu peux trouver quelqu'un pour ça. Moi, les gens disent que la zone de Massina, moi j'ai été là-bas 2 fois en 2024. J'ai été là-bas. Mais même les journalistes de Massina n'ose pas aller dans les champs de riz. Mais j'ai été là-bas, j'ai fait des reportages là-bas. C'est diffusé, c'est publié. Mais j'ai pas eu d'argent là-bas, on m'a pas payé ni rien. Mais les autorités locales m'ont pris en charge. C'est l'essentiel en fait. Et j'ai eu ce que je voulais. Parce que au moins, côté sécurité, l'information aussi, j'ai eu ce que je voulais en fait. Donc souvent, il y a ces petits trucs-là qui nous manquent en fait. C'est ce que je voulais soulever. Sinon, c'est de tout là. Dire que les médias, voilà, on n'a pas les moyens. Bon, les médias n'étaient que... Il y a des médias qui ont des moyens. Oui, les médias... On n'a pas les moyens. Mais il y a des médias qui ont des moyens. Ah oui. Les médias, de façon... Cette volonté-là, aller sur le terrain là, non. Il y a d'autres même qui pensent que quand tu sors de Bamako, tu es mort. Il faut qu'on enlève ça. Nous-mêmes, on fait peur aux autres de venir dans notre pays. En fait, ça c'est une réalité en fait. D'accord. C'est-à-dire, il ne faut pas reposer le tout sur des moyens, et on manque de ceci, il y a ceci, il y a cela. Non. Pour moi quand même, il faut vraiment essayer, chercher des voies et moyens pour se rendre. Si tu as l'occasion de te rendre, même souvent là, la tournée de l'UGRM là, on a fait ça, mais à côté de ça, là, tu pouvais faire, il y a des gens qui tu peux faire des reportages à côté. C'est des occasions. D'autres, ils partent dans les festivals et autres événements dans le pays, ils se focalisent seulement sur ça. Après ça, et puis c'est fini. Et c'est ça, c'est question de moyens. C'est une question de moyens. D'accord. En tout cas, Vinabo et Fatoumata ne sont pas sur la même longueur d'onde. On a suffisamment... Ça, c'est injuste. Hein. Toi, tu es journaliste après tout. Oui, mais il appelle aussi... on dit que souvent, on se dit aussi entre les vérités. Peut-être que Fatoumata aurait aimé ça. Moi, ce que je pense en réalité, c'est que il y a déjà un débit à ça, puisqu'il y a l'Union de journalistes et reporters qui a emboîté les pas après avoir fait Caille, après avoir fait Ségou et Sikasso, qui doivent aller à Tombouctou.
c'est-à-dire l'État doit avoir un regard sur ces choses-là. C'est-à-dire aider à ce que ces activités puissent être concrétisées. Ça va amener à ce que les pays soient connus, parce qu'une trentaine de journalistes qui se rendent dans une région pour faire une couverture, ça fait des milliers de personnes qui seront informées des réalités de la zone. Et je crois que cette année, avec l'année décrétée année de la culture, on doit véritablement jeter un regard par rapport à cette activité que mène l'Union des journalistes reporters du Mali, que je salue beaucoup parce qu'ils sont en train de faire en réalité un travail extraordinaire. Se rendre dans une région, ce qu'on ne va pas faire de nous-mêmes, parce qu'en réalité, un journaliste dire qu'il va quitter Tombouctou pour aller à Sikasso pour découvrir les réalités, ce serait difficile, parce que ce n'est pas dans notre culture de vouloir réellement nous approcher de ces choses-là. Mais de toutes les façons, c'est un débit lorsque l'Union des journalistes reporters a eu cette idée-là. Je pense réellement que les autorités doivent véritablement aider cette association à pouvoir continuer ce genre d'activité. D'accord, merci Baraka pour les plaidoyers à l'égard des hommes de médias et surtout de l'Union des journalistes reporters. Donc avant de sortir de ces sujets sur l'aspect culturel, en tout cas dans quelques jours, le Mali abritera un événement qui réunira tous les ethnies du Mali autour d'un festival culturel. Il s'agit du festival culturel Orobanya qui sera à sa 10e édition. Donc nous attaquerons le deuxième sujet qui est là. Oui, à Bamako bien évidemment. Et c'est au berge du fleuve Niger, à la place du cinquantenaire. Donc le deuxième sujet fait allusion à la présidence de l'Algérie à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis le 1er janvier, l'Algérie préside le Conseil de sécurité de l'ONU et non membre permanente. L'Algérie veut mettre au profit son mandat pour plaider pour la paix surtout autour dans l'Afrique et dans le Sahel plus précisément, mais aussi inviter vraiment le cessez-le-feu dans le conflit palestinien. Donc, notre question va se poser autour de quelques éléments. L'Algérie choisit-elle bien ses priorités? Quelle peut être l'attente des pays africains vis-à-vis de la présidence de l'Algérie? Vinabé, je te donne la parole à ce niveau. L'Algérie, on a vu les priorités dégagées par l'Algérie à travers cette présidence. Quelle peut être l'attente des pays africains, parce que ce n'est qu'un mois cette présidence. Et l'Algérie est à sa 4e fois de présider le Conseil de sécurité. Bon, les pays africains, moi je dirais plutôt les pays du Sahel. Qu'est-ce que les pays du Sahel attendent de l'Algérie? Pas grand-chose, parce que connaissant la position de l'Algérie sur le plan politico-diplomatique dans le Sahel, l'Algérie est plutôt qui est... Est-ce que c'est d'abord une bonne chose pour les pays de l'AES que l'Algérie préside actuellement le Conseil de sécurité? Non, ils sont membres non permanents et puis ce n'est qu'un mois. Donc c'est pas... ça n'aura pas ça n'aura pas trop d'impact comme on le redoute. Donc je pense que c'est pas une grande chose, quoi. L'Algérie, juste que l'Algérie aujourd'hui ne s'entend pas trop avec les pays du Sahel suite à sa situation et puis diplomatique vis-à-vis surtout du Mali, parce que l'Algérie ne s'entend pas trop avec le Mali dû à la position de la CMA, il faut le dire comme ça. Et aujourd'hui aussi l'Algérie ne s'entend pas bien avec les pays du Sahel vu leur rapprochement avec le Maroc, parce qu'il faut le reconnaître, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso et le Niger, ils sont aujourd'hui plus proches du Maroc que l'Algérie. Or, le Maroc, avec cette question du Sahara occidental, ne s'entend pas trop avec l'Algérie. Et à côté de ça aussi, le Maroc s'entend aussi mieux aujourd'hui avec la France que l'Algérie. L'Algérie ne s'entend pas bien avec la France. Et tout ça, c'est le conflit Israël-Palestine et qui s'invite en ces moments. Donc c'est tout un fil qui est là. Donc l'Algérie, quand tu essaies de voir tout ça là,
L'Algérie et les pays du Sahel, ça c'est pas trop. Et quand on regarde dans le monde aussi, il n'y a pas trop d'entente parce que ce soit les Américains, que ce soit les Français, ils ne s'entendent pas trop. Mais en Afrique, l'Algérie s'entend bien qu'avec l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, ils sont dans ce groupement des pays du BRICS. Okay. Voilà. Donc, ils s'entendent bien avec la Russie et bien évidemment, même si la Russie et les pays s'entendent bien aussi. Ils s'entendent bien. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pour cela que je dirais que l'Algérie, il n'y aura pas trop d'impact. Parce que d'une part, les alliés de l'Algérie s'entendent mieux avec d'autres. Et d'autre part, les alliés de l'Algérie ne s'entendent pas mieux avec d'autres. Donc, c'est un peu, il y a des décisions plus ou moins difficiles que l'Algérie pourrait prendre contre les pays du Sahel. D'accord. Fatmata, tu as entendu Vinabé qui n'attend pas grand-chose de cette présidence de l'Algérie à la tête du Conseil de sécurité. En tout cas, la présidence va durer un mois. L'Algérie veut mettre au profit cela pour plaider pour la paix en Afrique de façon générale, surtout quand on dit en Afrique, nous pensons beaucoup dans la zone sahélienne actuellement, qui fait proie vraiment à la lutte contre le terrorisme. Est-ce que tu vois aussi sous le même angle que les pays du Sahel n'attendent pas grand-chose de l'Algérie pendant cette présidence? Bon, merci pour la question. Moi, déjà, je pense que l'Algérie doit saisir cette opportunité quand même de militer pour l'Afrique, de ne pas mettre en avant ces mésententes entre lui et les autres pays de l'Afrique. Il faut que ça soit une présidence pour l'Afrique. Il faut qu'il milite pour l'Afrique. En tout cas, même les discordes là ne pourra pas l'empêcher de le faire. Donc c'est l'occasion de montrer son influence au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en militant pour des réformes institutionnelles au sein de cette organisation. En tout cas, pour plaider pour un siège permanent pour l'Afrique, en fait, de donner de la place à l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Et quand l'Algérie va montrer cette preuve de militantisme, je pense que ça va atténuer un peu les tensions entre ce pays et les autres pays africains. Donc moi, je pense que c'est le rôle quand même que l'Algérie doit jouer pendant cette présidence du Conseil de sécurité. D'accord. Baraka, tu as écouté Vinabé qui, selon lui, les pays du Sahel, surtout les pays de l'AES, ne doivent pas attendre grand-chose de cette présidence. Fatmata pense que l'Algérie, malgré les discordes, malgré les mésententes, peut aller à l'essentiel. Quel est ton regard surtout de cette présidence de l'Algérie et surtout des priorités placées sous sa présidence? Oui, effectivement, en ce qui concerne l'Algérie, je crois que c'est la question palestinienne qu'il doit résoudre, le terrorisme en Afrique et aussi la question syrienne que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique et l'Algérie, il faut revenir au Mali. Ces brouilles entre l'Algérie et le Mali est une réalité aujourd'hui parce que l'Algérie refuse de reconnaître les mouvements armés comme des terroristes. Le Mali pense que c'est les terroristes qui sont en train d'attaquer le Mali. Donc c'est un bruit qui est là. Et ce que nous souhaitons, c'est comme elle l'a dit, Fatmata, il faudrait que nous souhaitons que l'Algérie ait une position, pas comme une position de ses intérêts personnels, mais une position pour résoudre les problèmes du terrorisme au niveau du Sahel. Parce que ce qui fait la force de l'Algérie, c'était que les gens le reconnaissent comme un pays qui a connu le terrorisme et qui a pu mettre fin au terrorisme. Donc ça, c'est une bonne chose lorsque l'Algérie essaye d'aider les autres pays du Sahel à pouvoir résoudre leurs problèmes de terrorisme. Mais le problème, c'est que c'est des jeux aujourd'hui, des Occidentaux, des grandes puissances. Je me pose la question même pourquoi c'est actuellement qu'on donne cette présidence à l'Algérie. Au moment où le Mali se retourne vers d'autres partenaires pour pouvoir mettre fin à sa sécurité, où le Niger est en train de le faire, le Burkina est en train de le faire, on donne la présidence
du Conseil de sécurité à l'Algérie. Il faut s'inquiéter plutôt du fait que moi je pense qu'au Mali, on doit plutôt s'inquiéter du fait que l'Algérie a la présidence du Conseil de sécurité. Est-ce que c'est pour véritablement résoudre les problèmes du terrorisme? Est-ce que c'est pour ajouter à ce qu'il y a déjà, à ce qui existe déjà? Donc c'est la crainte que nous, Maliens, nous devons avoir vis-à-vis de cette présidence de l'Algérie. Est-ce que donc pour toi, déjà que depuis la semaine dernière, il y a encore une nouvelle tension à travers le communiqué du ministre des Affaires étrangères, recadrant une sortie d'un ministre algérien, est-ce que ça pourrait aussi influer sur les décisions de l'Algérie pendant cette période? Bien sûr, parce que l'Algérie a la présidence quand même. Et l'Algérie est le garant de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger rejeté par la transition malienne, parce que aujourd'hui, et puis d'ailleurs le peuple se retrouve dans le rejet de cet accord d'Alger qui est vu comme une partition du Mali. Étant donné que l'Algérie est le garant de cet accord-là, l'Algérie va tout faire pour revenir à la table de négociation qui n'a pas été rejetée par les autorités maliennes, parce que nous avons vu quand même une ouverture lors du dialogue inclusif pour donner l'occasion à tous ceux qui vont accepter dialogue intermalien. Le dialogue intermalien, oui. Pour donner l'occasion à tous ceux qui veulent revenir à la réalité du Mali de pouvoir s'asseoir à table pour échanger et tout ça là. Maintenant, ce que l'Algérie veut, c'est de revenir à l'accord d'Alger qu'il parraine. Voilà, donc maintenant, ça pourrait être quand même un problème si c'est eux qui dirigent le Conseil de sécurité. D'accord. Fatmata, en tout cas, Barak a dit qu'il faut plutôt s'inquiéter parce que depuis la semaine dernière, il y a une nouvelle bruit entre l'Algérie et le Mali. La tension diplomatique ne fait que monter. Et au même moment, la présidence du Conseil de sécurité accorde à l'Algérie. Est-ce que ces inquiétudes ne sont pas légitimes? Si, bien sûr. Mais déjà, on peut considérer ce communiqué du Mali comme un avertissement déjà. Une mise en garde. Oui, que l'Algérie doit prendre en compte lors de sa présidence. Donc, du coup, même si il enfreint quand même cet avertissement, donc, l'opportunité est au Mali lors des réunions d'interpeller l'Algérie lors de la rencontre du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, moi, je pense qu'il ne va pas faire le sourd-muet, l'Algérie. D'accord. Vous n'avez? Bon, quant à moi je n'ai pas d'inquiétude. Parce que si l'Algérie s'entendait mieux avec la France en ce moment, on pouvait mieux avoir peur. Mais il y a aussi un autre problème entre l'Algérie et la France, dont moi je suis confiant et de l'autre côté, voilà, l'Algérie et la Russie s'entendent bien, et le Mali aussi s'entend bien avec la Russie. Voilà, parce que même et surtout qu'aujourd'hui, le Maroc s'entend bien avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger et la France. C'est ça. Donc, parce que même récemment, la libération des militaires français qui étaient au Burkina Faso, c'est à l'issue d'une négociation entre le roi et puis le président et capitaine Ibrahim Traoré. Donc, c'est le roi qui a permis à ces militaires de recouvrir la liberté au Burkina Faso. Donc, quand on regarde tout ça, on peut conclure que l'Algérie n'aura pas de poids. D'autant plus que c'est un mois. Même si elle le voudrait. Voilà, même si elle le voudrait, l'Algérie n'aura pas forcément de poids. Parce que quand on regarde aujourd'hui le Sahel aujourd'hui, si la Mauritanie était beaucoup plus un allié de l'Algérie et au regard des derniers événements et des discours diplomatiques qu'on attend, on voit que même récemment le ministre de l'intégration africaine du Mali était à Nouakchott. Donc quand on regarde tous ces trucs-là, on peut dire que l'Algérie n'aura pas de poids. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Sahel, l'Algérie n'a pas des alliés
qu'il faut pour mener à bien sa lutte. Donc ça sera vraiment difficile pour l'Algérie. Or, ses principaux alliés sont plutôt en Afrique du Sud, les pays comme Zimbabwe, Afrique du Sud, et puis Ouganda et autres. Donc, ça sera vraiment difficile pour l'Algérie de s'imposer durant cette présence au niveau du Sahel. D'accord. Fatoumata? En plus, c'est une opportunité pour l'Algérie de faire la promotion de ses valeurs, de ses entreprises lors de voilà. Donc, comment dire, une gestion impartiale lui est exigée. Donc, il ne pourra pas vraiment faire une prise de parti lors de cette gestion. En fait. Donc, du coup, il a intérêt de bien accomplir cette mission pour lui-même, pour ses intérêts. D'accord. Donc, Brakassi a rien à ajouter. Non, en tout cas, ils ont une lourde tâche quand même avec la situation en Palestine. Et je n'ai pas trop confiance parce que, d'après les informations qui circulent, l'Algérie a des intérêts sur le territoire malien, que le Mali même n'est pas au courant, avec des gens souvent que le Mali même combat. Voilà, donc il y a tous ces enjeux-là et il ne faut jamais faire confiance. Parce que l'Organisation des Nations Unies, en réalité aujourd'hui, il ne faut pas faire confiance parce que le but même de la création de cette organisation-là, c'est de maintenir la paix et la tranquillité dans le monde. Et malheureusement, c'est le contraire qu'on est en train de voir. C'est des jeux politiques qui peuvent changer à tout moment. Voilà, donc souvent, il faut prier pour que le Mali ait le dessus sur tout ça, et puis les pays africains, le Sahel et tout ça. Mais je crois que les yeux sont plus au niveau du Moyen-Orient qu'en Afrique. Qu'en Afrique, ouais. Alors ça aussi. Alors, la situation en Syrie. je crois qu'on a bien brossé ce sujet. Donc, on va te donner la parole pour remercier les téléspectateurs. Avant que je donne la parole à Baraka pour la même chose, et comme d'habitude, conclure avec la voix féminine. Ok, Kodjo, nous te saluons, nous saluons Mar Baraka de Tombouctou, nous saluons tous les téléspectateurs de Tombouctou, parce que Tropic TV est accessible sur le canal et puis Malvision. Donc nous saluons tous les téléspectateurs de Tombouctou, de Gao, de Taoudeni et de Kidal. Ouais. Donc nous saluons également Fatoumata, la nouvelle rédactrice de Tropic TV, ouais, et l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices de Tropic TV et puis de la radio Zoom Africa. Moi, merci. N'oublie pas de saluer, c'est de Tombouctou, hein, je suis leur patriarche, donc vas-y. Voilà, donc tes parents à Tombouctou, ils te suivent de près. Voilà, donc en fait, ce que moi je voulais dire, c'est de remercier surtout Tropic TV pour ce temps qui nous est accordé, pour donner nos idées par rapport à l'actualité du moment. Voilà, donc, et surtout, comme cette année est décrétée année de la culture, Tombouctou a ces manuscrits qui sont au niveau de Bamako, ici, qui sont logés ici à cause de la crise. Et nous souhaitons aujourd'hui que ça retourne à Tombouctou, parce que comme ça, nous nous sentirons plus proches de nos manuscrits que lorsque c'est un peu plus loin de chez nous. Donc, il y a cette question-là. La deuxième des choses, nous sommes toujours dans l'année de la culture, et qu'en tant que président de l'association pour la promotion et la sauvegarde de jeux traditionnels, je voudrais saisir l'opportunité. Absolument, oui. Vraiment dire qu'à partir du mois d'avril, il y aura le festival de jeux et danses traditionnels à Tombouctou. Voilà, donc comme nous sommes dans l'année de la culture, c'est aussi un festival qui met en compétition nos valeurs culturelles, comme la lutte traditionnelle, comme les anciens jeux que nos parents ont joués depuis l'enfance et tout ça là. Ça s'est fait au cours de ce festival, donc nous inviterons les gens à Tombouctou pour ces festivals-là.
Voilà, donc nous souhaitons une très bonne année à tout le monde de la culture. Absolument. Voilà, merci bien. Merci. Donc, n'oublie pas de dire au chef de village de Tombouctou, sinon au chef de la ville, je ne sais pas comment on va appeler ça, de Tombouctou, que le patriarche que je suis. J'attends mon invitation à Tombouctou. Donc, Fatmata, pour tes mots de salutation avant de clore ce débat. D'accord. Merci beaucoup à toi d'abord, Amadou Koudjo. Je remercie mes colibataires, Baka et Vinabi. Je remercie tous mes collègues de Tropic TV ainsi que mon cher promoteur, directeur de Tropic TV, Seri Diara. Donc, je remercie tous nos téléspectateurs également, de Bamako jusqu'à Tombouctou. Et je te remercie, voilà. Alors, une fois de plus, bonne et heureuse année à tout un chacun. Donc, merci Oumar Baraka de la radio Tahnit, si je prononce bien, de Tombouctou Vinabe Dena, journaliste indépendant, Fatmata Kane, rédactrice en chef de Tropic TV et promotrice de Mali Émergence Info. Donc, le sujet que nous débattions aujourd'hui, c'était l'année dédiée à la culture par le chef de l'État, le général Daounassimi Goïta, lors de ses vœux de nouvel an aux Maliens et la présidence de l'Algérie à la tête du Conseil de sécurité. Donc, nous faisons un clin d'œil à nos forces armées et de sécurité. Comme d'habitude, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, qu'ils sachent qu'il y a un peuple derrière eux qui les soutient à tout moment. Et nous vous disons à vous qui nous suivez à travers Tropic TV et surtout à travers Zoom Africa, qui est aussi un média du groupe Excellence, et aussi nos partenaires des chaînes YouTube, notamment Mali News, et aussi les plateformes digitales dédiées à Tropic TV. Donc nous vous disons merci et à très bientôt pour un autre numéro de l'émission En toute objectivité.